Non, c'est bon. Je vais être un peu taquin, en fait, et dire qu'il y a Coco aussi qui a répondu à ma question. Mais c'est très bien parce qu'on va en parler dans la suite. En fait, du coup, ils ont un peu anticipé le point de vraiment quel est le conseil qu'on peut donner à des personnes qui veulent se lancer dans l'épicerie africaine. Donc, c'est la question à laquelle la plupart d'entre elles ont répondu. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est vraiment comment on définit le succès. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'un produit a réussi, c'est quoi? Et on va en parler par la suite, de toute façon. Euh, pour la suite, on va parler des tendances. On va pas forcément s'attarder trop dessus, mais on voit pas mal de tendances aujourd'hui, le bio, le sans gluten, le naturel, les super aliments, le vegan, l'éco-responsable, l'éthique. Et je voulais qu'on en parle un peu, pour que vous sachiez un peu, si vous devez lancer votre marque, est-ce que vous devez suivre une de ces tendances-là? Est-ce que ça vend vraiment? Parce qu'on revient sur derrière, est-ce que ça vend vraiment ou est-ce que finalement c'est juste pour la notoriété, pour apparaître dans les médias, mais après derrière en fait on en galère quoi. Donc je vais vous poser la question et pour le coup celui qui veut prendre la parole le fait. On a pas mal de tendances aujourd'hui. D'après vous, est-ce qu'il y a des tendances fortes, notamment pour l'épicerie africaine ou l'épicerie fine africaine, sur lesquelles vous conseillez une autre audience d'y aller, ou finalement tout ça pour vous, dans le segment de l'épicerie africaine, c'est du folklore? Allez-y. Vas-y. Alors, je ne vais pas du tout répondre à la question. Juste. Bon Non, élève. en préambule, alors c'est une conviction personnelle. Là, vous êtes quoi, certains, en tout cas, d'entre vous, ou peut-être la majorité, veulent entreprendre sur le marché afro-créole et alimentaire, qu'il soit dans distribution, donc épicerie fine ou bien mass market, qu'il soit, que ce soit la RHF, hein, du traiteur ou bien de la restauration. En fait, le marché est si vierge qu'il n'y a aujourd'hui même pas de concurrence, je dirais. En fait, il y a tout à faire. Ce qui fait qu'en fait, votre voisin d'à côté, il a peut-être la même idée que vous, sauf qu'il la développera de façon différente. Et en fait, vous aurez. En fait, il n'y a pas de concurrence encore aujourd'hui sur ce marché. Il y a tellement tout à faire. Vous imaginez le nombre de restaurants en fait, chinois qui se sont implantés en fait, dans les années, fin des années 80, 90, du moins en France. Il y en avait des centaines, des milliers. Et en fait, ça a fini par saturer en tout cas, mais il a fallu tellement de temps. Et là, nous, on est à l'aube en tout cas de ça, ce qui fait que là, pendant je sais pas combien d'années, mais en tout cas, cet après-midi, il y a des enseignes en tout cas de la restauration, tel poulet braisé, tel osé, tel African Fusion et Kuti. Euh, Ces gens, en fait, alors j'espère en tout cas pour eux, mais j'en côtoie certains, ne se considèrent pas comme concurrents. Justement, l'idée c'est vraiment que l'ensemble monte pour qu'en fait l'image gastronomique, en tout cas, ou l'image de la distribution alimentaire, ou bien monte également. Et donc voilà, c'est tout. Merci aussi. Vas-y, tu veux que je répète la question peut-être? Non, non, non. C'est bon. C'est juste en continuité de. Ah, c'est mieux. Ouais. C'est juste en continuité de. En fait, on a une vision, je veux dire, en France même, il y a deux segments. Il y a la vision parisienne, où encore une forte concentration d'épiceries, d'offres. Et après, il faut savoir, en France, il y a énormément de zones blanches. Vraiment, le territoire est vaste. Il y a des endroits où on n'arrive même pas à trouver de la banane plantain. Les produits qu'ils ont, ils sont forcément sous vide parce qu'il y a différentes contraintes. Donc, je suis totalement d'accord. Il y a la place vraiment pour tout le monde. Vraiment, vraiment pour tout le monde. Et aujourd'hui, moi, mon premier combat, c'est de m'assurer de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout. Du moment où mon manioc sort de ma plantation ou de ma coopérative, la chaîne de transformation jusqu'au chikwang, bobolo, ce que vous voulez, avant d'être expédié ici. Et là-bas, il y a des vrais enjeux. Des enjeux d'infrastructure, électricité, eau, transport. Et on fait face à des vraies difficultés là-bas. Et après, ici en France, il y a tellement, le marché est vraiment gigantesque. Il y a de la demande. Et aujourd'hui, on n'arrive même pas à honorer certains contrats. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous lancer. Et de la résilience, c'est pas facile de travailler sur notre continent quotidien. Et après, pour revenir à ta question, justement sur... sur du coup les tendances. Je disais en introduction, au départ, on a démarré dans tout ce qui est épicerie fine, mais on s'est rendu compte en fait que le marché aujourd'hui n'est pas prêt
parce que on a une offre qui est limitée, donc il faut toujours travailler sur notre offre, reprendre ce marché, parce qu'aujourd'hui les tenues, que ce soit en B2B ou en B2C par des étrangers, il y a très peu d'acteurs africains dans les deux catégories. Donc reprendre nos parts de marché, notre positionnement, et après on va voir les questions de concurrence dans des dizaines d'années plus tard. Et en fait, je vais intervenir. Ta question, elle est très compliquée. Faites facile, c'est important. Et c'est un marché qui est vierge. Et moi, je trouve que mon parcours et ceux des autres ici, c'est très différent parce qu'ils sont vraiment là. Et moi, je suis choquée parce que je suis revenue sur Paris il y a un mois. Quand je suis partie dans les rayons, j'ai vu l'orange à 7,99 €. J'ai crié en fait, parce que quand j'étais étudiante, c'est le même paquet d'1 kilo que je prenais à 1 € parce que j'étais galérienne. Alors que dans les rues de Bamako, actuellement, à chaque 200 mètres, il y a une voiture arrêtée ou un katakatani avec de l'orange. Le kilo, c'est même pas 1 €. Pourquoi? Parce que les Africains sont très forts dans du copier-coller. Un tel a fait, je vais me lancer, je vais faire la même chose sans réfléchir, sans innover. Et que ce soit la diaspora ou les Africains en Afrique, c'est la même chose. Et ça fait que des fois, on se bouffe nos marchés, on n'y va pas loin. Et c'est vrai, le marché est vierge, mais l'innovation, c'est très important. Avoir une vision, c'est différencier, c'est aussi très important. En tout cas, le potentiel est là, en fait, parce que... Et aujourd'hui, chez Zaban, depuis 3-4 ans, on s'est positionné pour envoyer soit de la matière première brute ou matière première semi-finie ou faire de la marque NDD, de la marque blanche dans nos unités à Bamako. Ça nous a beaucoup apporté. Pourquoi? Parce que l'unité que nous, on a mis en place, on ne pouvait pas tout valoriser. Moi, j'ai 50 000 petits exploitants en face, des femmes où aujourd'hui, je ne peux même pas lâcher. Je suis condamnée à faire grossir la boîte parce que c'est des vies humaines qui sont en jeu, tout simplement. Il y a des zones, moi je suis fière des fois de voir mon baobab prise dans les endroits où même l'armée malienne n'est pas présente. C'est la jungle, c'est grâce à toi que les gens vivent, etc. Le business prend une autre dimension, ça c'est le côté sentiment. Mais dans la réalité aujourd'hui, depuis que la crise Covid est passée, moi je vois certaines fleurs, certains produits africains dans les pharmacies, dans les parapharmacies. Et j'ai écouté l'autre intervenant en face de moi qui s'est donné du temps d'aller faire de la recherche pour connaître la réglementation, même si peut-être il a des bagages agro ou pas. Mais c'est très important parce que sur le continent aujourd'hui, on a tout. Tout est à faire. Mais comment le faire? Comment se différencier? Et comment aussi savoir s'entourer pour bien bosser? C'est très important parce que c'est des métiers qui ne sont pas faciles. Et c'est des métiers complexes. Et c'est pas aussi l'argent, comme il a dit, c'est la passion qui va t'aider à surmonter les étapes et à répondre à certaines réglementations. Et aujourd'hui, moi, j'envoie tous les mois, que ce soit Air France, cargo ou bateau, chez certains industriels ou certaines structures qui achètent chez moi, parce que je me suis donné du temps. Je ne peux même pas vous dire l'argent que j'ai perdu là-dedans, en fait. Du coup, si vous voulez vraiment vous lancer, donnez-vous les moyens d'apprendre, de chercher. Et si vous voulez bosser avec l'Afrique, votre pays ou autre, honnêtement, faites un break et allez sur les terrains pour comprendre aussi. C'est très important, en fait. En tout cas, on n'a pas besoin de grand-chose, en fait. Moi, je me dis aujourd'hui, est-ce que je ne vais pas faire l'orange même? Parce que je peux gagner 5 € sur le prix avec la négociation parce qu'il y en a énormément. Et quand je vais à Dakar, et même au Cameroun, peut-être tu vas trouver la même chose parce qu'il y a juste quelqu'un qui a commencé quelque chose qui a marché. Les autres ne vont pas réfléchir, ils vont se jeter dedans. Et aujourd'hui, je pense que la diaspora, vous avez une mine d'or, c'est de faire une étude de marché pratique dans ces secteurs. Qu'est-ce qui marche pas et comment je peux me positionner. Et c'est un domaine où il y a tellement de métiers aussi. Tu as de la logistique, tu as du marketing, tu as de la stratégie, tu as de l'innovation, tu as de la R&D. Et même les industriels français ont peur de l'Afrique, même si ils veulent aller. Donc il y a énormément de maillons sur lesquels on peut se greffer, qui n'ont pas vraiment... Tu n'as pas besoin d'avoir ta marque, quoi. Tu peux énormément entreprendre là-dedans. Mais tout ça, c'est important de savoir avant de se lancer, en fait.
peut-être je me dis c'est pourquoi aujourd'hui on a très peu de marques encore, parce qu'on a du mal à se donner les moyens, malgré nos backgrounds, de savoir se positionner. Voilà ma réponse à la question. Oui, merci. Juste quelques secondes par rapport aux tendances. Donc Femi en avait parlé tout à l'heure, histoire du sans gluten et tout ça là. Bon, moi je vais parler de mon cas, hein, AfriCube. C'est vrai que dans le business plan, j'ai pas du tout pensé à cette histoire de sans gluten, effectivement naturel, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on consomme au pays qui sont comme ça justement. Histoire de vegan aussi, j'ai pas pensé. Et c'est après, effectivement pour l'export, ça peut être important. Donc on avait déjà ces bénéfices-là avant même qu'il y ait ces grosses tendances-là. Quand on consomme le manioc, quand on consomme l'igname, etc. Et donc ça, c'est très intéressant. Du coup, surtout quand je vends AfriCube ici, on me parle de ça, bah ouais, c'est vegan, c'est sans glutamate, sans gluten et sans glutamate. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc pour moi, la vraie tendance, c'est plutôt le black owned. Alors je ne sais pas si c'est en rapport avec ta question, mais c'est vraiment de consommer les choses de chez nous, le pour nous, par nous, et de faire en sorte qu'il y ait une économie circulaire, même quand ça arrive ici. Parce que bon, moi, je vis à Lomé, je ne vis pas ici, mais moi, je suis tellement fier quand mon produit se retrouve justement chez Bao, à AFK, et je me dis, c'est la communauté. Et c'est ça qui est vraiment important pour moi. Il y a la création de richesse. Donc, à Lomé, au Togo, mais pas que, parce que j'ai des produits, du gingembre qui peut venir du Niger, du Sumbala qui peut venir du Burkina Faso, etc. Pour moi, c'est la même chose. Et à la fin, c'est important que cet argent-là, qu'on crée cette richesse, quoi. Ça, pour moi, c'est un élément, c'est plus important, en tout cas pour mon produit, sinon j'allais pas le faire. Créer cette richesse. Et il y a des opportunités qu'il faut saisir aujourd'hui. Donc moi, je parle de ma fenêtre pareil, à Lomé, où il y a toute cette ruée vers l'or au pays, pas qu'au Togo, un peu partout. Et si on ne fait pas attention, ils aiment bien de parler ici de grands remplacements. Mais c'est ce qui se passe en Afrique, en fait, au Togo en tout cas, où vous allez voir plein de produits, plein d'entreprises, ça a la couleur, ça a le goût, ça ressemble, mais ce n'est pas des Africains, des gens de la diaspora. Et à la fin, on a toute cette agroalimentaire, cette industrialisation, tout ce dont on nous parle aujourd'hui, même les startups. Moi, je me rappelle, il y avait une conférence à Lomé il n'y a pas longtemps et il parlait d'une start-up qui a levé le plus de fonds au Togo, une start-up togolaise. Et en fin de compte, ce n'est pas du tout des Togolais, vous voyez. Et donc, à la fin, il faut vraiment que nous, on agisse d'une façon ou d'une autre, chacun dans notre domaine d'expertise, pour faire en sorte de ne pas se faire remplacer au pays et qu'à la fin, tout revienne à notre communauté. Merci. Sona, est-ce que tu veux... Moi, je pourrais juste rajouter les tendances. Je pense véritablement que, après, c'est un parti pris de chaque marque. Nous, aujourd'hui, alors c'est sûr que oui, aller chercher du baobab en pleine jungle, je ne vois pas où on pourrait y mettre tout ce qui est pesticides et autres, bien que ça existe. De pouvoir le brander, je pense véritablement que ça dépend de la cible que vous avez. Parce que l'épicerie fine, je pense qu'il y a alors, je dis pas que en mass market c'est pas pareil, mais l'histoire, elle doit être beaucoup plus peaufinée. Moi, je considère ça aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne fais pas d'épicerie fine parce qu'on a pris le choix de faire du mass market. Par contre, c'est vrai que je suis convaincue que j'ai le même produit. Et c'est vrai que sur certaines choses, ça peut me poser problème. J'arrive pas à comprendre que moi, je puisse vendre du poivre de Guinée à 2 € les 100 grammes. Quand en fait j'ai une grande marque nationale qui va le vendre 200 € du kilo, parce que ça m'est arrivé. Le poivre du Penja, je ne comprends pas en fait qu'on puisse avoir des prix délirants, mais je suis aussi face à des clients qui le savent. C'est-à-dire que moi j'ai mes mamans africaines qui me disent toujours non mais Sona, au pays, au marché ça coûte ça, hein, tu sais. J'ai dit non mais je sais, mais ça a augmenté depuis.
Oui, mais quand même, ça coûte pas cher comme ça. Oui, mais alors maintenant, il y a le transport. Donc, quand tu mets dans ta valise, en fait, ce que toi, tu payes à Air France, moi, je suis obligée de le payer. C'est pas pareil. J'ai la douane et j'ai tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, je serai toujours face à ce type de population. Si vous avez une cible qui n'est pas la même et qui n'a pas le même regard sur son porte-monnaie, de toute façon, l'histoire est différente. Moi, l'anecdote qu'on avait, c'est quand on a ouvert le premier magasin à Bobigny, les gens ne rentraient pas en disant « Ah non, mais c'est trop beau, de toute façon, ça doit être trop cher. » On disait « Mais non, mais c'est pas possible, c'est une blague. » Ben non, mais les standards, en fait, quand on rentrait chez Carrefour, chez Franprix, c'est juste que c'est propre et c'est juste éclairé. « Ah non, mais c'est sûr, c'est trop cher. » Ben non, mais venez, viens maman, viens. Et en fait, il faut les forcer. C'est quand même difficile de pouvoir se dire que notre communauté ne rentre pas parce qu'elle considère que les standards ne sont pas bons. Enfin, Bon, voilà. Bon, en tout cas, je pense que ça va changer sur les générations à venir. Ça, j'en suis convaincue. Comme disait mon frère, l'idée, c'est aussi de pouvoir miser sur les enfants. Parce que les enfants mangeant pas de manioc, mangeant pas de chacun des choses de nos pays, énormément avec des pâtes et des nuggets aujourd'hui, il va falloir changer les tendances, hein, sinon c'est des choses qui vont aussi moins perdurer. Mais voilà, en tout cas, pour revenir à la question, je pense véritablement que le message, c'est sûr qu'il y a du branding sur l'intégralité, même si nous, aujourd'hui, on n'en fait pas parce que ça ne reste pas une priorité et que l'autre priorité, c'est vraiment de la qualité avec du prix. Enfin, vraiment, il faut avoir le prix qui va en face. Alors que l'épicerie fine, je pense que voilà, la stratégie est différente. Tu veux rajouter un truc ? Ouais. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient de... Ce que Sona vient de dire. En fait, nous, quand la première épicerie, là, celle du 17e à Château-Rouge, les clients nous appelaient la boutique du 16e, ne rentrez pas ici parce que c'est excessivement cher. Alors que le Panthéon, par moment, on était les moins chers en fait, du marché, mais du fait que de la propriété, de la lumière, ainsi de suite, là-bas, c'est extrêmement cher. Et c'est difficile à casser après. Très très difficile à casser après cette image-là. Et au quotidien, pareil, on a fait notre pivot, je parlais de pivot tout à l'heure, pour tout simplement survivre dans le temps. Donc aujourd'hui, on a démarré en épicerie fine, mais on adresse uniquement, quand je regarde les stats aujourd'hui, c'est 95%, c'est du mass market. Parce que l'épicerie fine, j'ai des acteurs en face où, pareil, j'importe du poivre de Pendia, on me présente du poivre de Pendia avec un prix au kilo que je ne comprends pas. Et donc du coup, même si j'accepte, puisque je veux aider les marques, je veux vous aider, je vais placer le produit, mais en fait, il va mourir dans mes rayons en fait, et c'est pas l'idée, c'est l'argent qui est mobilisé. Donc en fait, il y a ce dilemme au quotidien, où placer vos ressources pour pouvoir garantir votre croissance. Et nous, on est sur une croissance rapide, on est en phase de scale-up, donc du coup x3 chaque année, et on doit être sur des produits qu'on maîtrise, rentables, tout de suite, et pas cher, et vraiment pas cher. Merci beaucoup. Moi, j'aime bien, j'aime pas trop les caresses, j'aime bien quand on me bat. Non, mais j'en fais tout autant avec quiconque parce que venir me dire ça c'est bien, bon c'est cool, merci, mais ça me permet pas d'avancer. J'aime bien m'autocritiquer et nous autocritiquer. Quand on a commencé, en phase d'études de marché, je suis allé avec une tante à Château-Rouge pour faire un point sur par où elle passait, etc. Une des choses qu'elle m'a dites, c'est regarde, nous on est là depuis longtemps en France. À l'époque, quand les Sri Lankais sont arrivés, avant eux, en tout cas, les Chinois, en tout cas, se sont installés sur ce marché de la distribution, du retail, du moins, de produits alimentaires afro. Puis les Sri Lankais, et elle me dit, quand ils arrivaient, les Sri Lankais, on rigolait d'eux, en fait, ils faisaient des basses besognes, ils soulèvent des cartons de bananes plantain, etc. Et la nature a horreur du vide. Aujourd'hui, c'est eux qui sont... Alors, ils sont pas structurés du tout, mais en tout cas, c'est eux, en tout cas, qui vivent très bien, en tout cas, de ce qu'ils font. C'est pareil, du moins quand on vient présenter du poivre de Penja, en tout cas, ce sont des gens qui ont décidé d'organiser des filières. Alors en organisant les filières, en fait, ils ont des marges qui peuvent être compréhensibles ou non, en tout cas, ça c'est un point de vue. Mais aujourd'hui, l'état du marché, en tout cas, que ce soit la restauration, que ce soit la distribution alimentaire, elle laisse que d'autres ont fait. Ils l'ont fait
principalement l'argent, parce que la plupart de ces acteurs, en tout cas pour la distribution, en fait, ne savent pas ce qu'ils vendent. Beaucoup d'entre eux, en fait, n'ont jamais même goûté ce que c'est la ticket, etc. La ticket, tiens, c'est ça, c'est une boule, c'est ça. Quelle couleur, comment et quoi, en fait, c'est pas là où la granulométrie, c'est pas leur sujet. Mais ils ont apporté, ils ont diffusé. Et donc, en fait, ils ont joué un rôle. Et alors, on peut critiquer en disant que c'est pas bien. Si on veut mieux, il faut se retrouver les manches et le faire soi-même. Donc voilà, nous on a décidé en tout cas sur notre partie, en tout cas de nous en occuper de cette façon, mais en fait le seul moyen c'est de faire quelque chose. Donc voilà, nous c'est vrai que plus largement, alors je suis pas là pour faire la promotion de ça parce que c'est pas du tout d'actualité. Quelqu'un m'en a parlé tout à l'heure, on se parlera tout à l'heure, mais beaucoup de gens nous posent la question, est-ce que vous franchisez, etc. C'est des projets qu'on a, parce qu'en fait on considère que ça, on pourra jamais faire tout, alors qu'on pourra jamais tout faire tout seul. On est obligé d'être interconnecté, de faire les choses ensemble, et pour pouvoir pousser en tout cas. Mais il faut quand même partir d'une position en disant ok, on est là parce qu'en fait on s'y est pas encore mis. Alors c'est facile à dire parce qu'on a une histoire qui est sans doute très différente en fait de l'histoire des Asiatiques ou bien d'autres peuples, mais aujourd'hui il faut regarder devant et se dire qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que le marché ressemble à nos rêves, en tout cas demain. Et bon, je pense qu'on est tous là pour ça. Donc voilà, c'est cool. Merci. Et du coup, il y a une question un peu pour tout le monde, mais je pense que tout le monde ne pourra pas parler. C'est est-ce que vous adressez uniquement et absolument, par exemple, la cible afro, ou est-ce que vous êtes ouvert aussi à une cible différente? Qui veut... Franchement, je pense que moi, personnellement, avec Zava, on est ouvert à tout le monde. Et je ne sais pas, peut-être le fait qu'on a commencé en Afrique ou pas, on arrive à avoir des demandes à peu près partout. Et voilà, donc on est ouvert. Je pense que ça ne sert à rien de se fermer. Mais en tout cas, il ne faut jamais ignorer sa communauté. Parce que la communauté, c'est la force. Je le vois, moi, je fais beaucoup de salons. Souvent, j'ai des mamans qui ne parlent même pas français. Ils prennent les tickets pour venir me soutenir. Et ça, c'est beau à voir. Et la communauté, c'est d'abord ta force. Mais les autres aussi, il ne faut pas se fermer à eux, en fait. Après, vouloir valoriser la gastronomie, ou l'épicerie fine, en fait, je vois pas pourquoi on se fermerait. Non, c'est pas forcément de se fermer, c'est dans votre stratégie, quelle cible adressez-vous? Est-ce que c'est une cible plutôt afro? Est-ce que vous... Et notamment, je crois que la question elle vient de Fémi même d'ailleurs, qui dit, je l'ai un peu transformée, qui dit pourquoi cherchez-vous forcément à vendre à la cible afro? Alors, en tout cas pour nous, c'est parce que c'est notre cœur de cible. Forcément, c'est les Noirs de France. Et comme dit mon frère, en fait, si on n'est pas fort sur notre marché, en fait, de toute façon, on ne pourra pas être ailleurs. Déjà, les Asiatiques aujourd'hui, moi, je peux aller chez j'allais chez Tang Frère parce qu'en fait, tous les Asiatiques y allaient, c'était la référence. Donc avant, je pense qu'il faut devenir une référence pour notre communauté parce qu'on est sûr que c'est validé. Et ensuite, de toute façon, je pense que les autres viendront de façon... Mais ça, c'est peut-être parce que tu fais du mass market, en fait. Par exemple, moi, je vois en épicerie fine, je me demande si vraiment la cible afro est une cible de l'épicerie fine. Parce qu'on va toujours dire, moi, je suis camerounais, le poivre de Penja, je l'ai, franchement, vraiment. Toutes les marques de poivre de Penja, j'en ai mis au pop-up store. Je suis désolé, mais j'achèterai pas votre marque de poivre de Penja à 10 €, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais après c'est une histoire peut-être de communication. Après, Blériot, nous au début de l'aventure, en fait, on s'adressait on va dire, à la communauté non africaine. On faisait des box, des kits de recettes pour faire découvrir en fait nos produits. Mais en fait, au quotidien, ce sont des achats unitaires. Et tu ne tiens pas dans le temps avec des achats unitaires. Quelqu'un où j'aurais peu de récurrence, son cycle d'achat chez moi sera de 6 mois. En fait, c'est pas la réalité, c'est pas ça qui va te permettre de tenir dans le temps. Et donc au quotidien, aujourd'hui, lorsque nous on mène des actions, c'est vraiment par rapport à la cible. Et la cible, c'est clairement nos mamans, parce qu'ils ont du pouvoir d'achat. Et ils dépensent vraiment au quotidien, chaque week-end, dans leur panier, et ils mettent les moyens. Donc c'est des paniers autour de 200, 300 €. Et c'est ça en fait qui va te permettre de réinvestir
de faire de la croissance organique à l'intérieur de ta structure. Merci. Dernière question. La question c'est, quels sont les domaines d'expertise qui font le plus défaut actuellement dans l'épicerie fine? Enfin, dans l'épicerie africaine, pardon, excusez-moi. Et du coup, on va répondre en une phrase chacun, s'il vous plaît. Ah. Question difficile. J'ai pas compris la question. Ah, pardon, quels sont les domaines d'expertise qui font le plus défaut? Ok. Bon, ils ont cité, par exemple, logistique, stratégie, marketing. Quel est le domaine d'expertise en fait que vous voyez qui fait le plus défaut? Bon. Peut-être je vais être décalé. Bon, déjà, je suis pas dans l'épicerie fine, donc c'est un peu Non, différent. l'épicerie africaine, c'était Okay. une erreur de ma part. Ok, non, il n'y a pas de souci. Pour moi, en tant qu'entrepreneur plutôt, donc oui, toute cette histoire de branding, c'est un peu compliqué, effectivement. Mais je pense que c'est aussi des problématiques d'encadrement, de structuration financière. Je ne sais pas si on en a parlé depuis le matin. Moi, mon propre exemple, donc c'est vrai que j'ai fait un peu tout par moi-même. Après, je me suis reposé sur d'autres expertises. Et l'aspect que j'ai négligé, c'est justement l'aspect financier, comptable. Et je regardais mon chiffre d'affaires, je regardais la notoriété, effectivement le besoin du marché. Et c'est à la fin, quand tu rentres vraiment dans le lourd, quand tu veux lever des fonds. Et on me dit, mais ton truc, c'est bancal. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose, oui, parce qu'il parlait qu'aussi, la marge, c'est ce qui va faire vivre ton entreprise. Voilà. Donc, quelquefois, tu es entrepreneur, tu vois ton chiffre d'affaires, tu multiplies, tu es content, et tu vois pas que tu dépenses plus, et à la fin, tu gagnes pas d'argent. Voilà, et tu réinjectes, etc. Et donc, depuis maintenant, je sais pas, moins d'un an, je me fais suivre par un ami qui fait donc un conseiller financier et qui a restructuré et qui nous a donné des outils pour justement pouvoir nous guider, et là ça va beaucoup mieux. Et je pense que c'est une grosse partie dans le business plan, lorsqu'on se lance, que ce soit épicerie africaine, épicerie fine, la production, la logistique, etc. La partie structuration financière, si vous n'avez pas l'expertise, il faut la payer, mais c'est essentiel au succès de votre entreprise. Merci Haïté. Bon, en fait, c'est des métiers qui sont très difficiles. En plus, quand tu te lances dans une usine, c'est terrible en fait. C'est horrible. Je pense que je le comprends ce qu'il dit. Il faut savoir s'entourer, il faut injecter. Et c'est beaucoup, beaucoup d'argent en fait. Mais il ne faut pas avoir peur. Mais moi, je pense qu'il faut être stratégique. Des fois, l'égoïsme personnel en disant seul, franchement, seul, tu ne pourras pas. Tu iras pas très, très loin. Et tous les piliers que j'ai cités, tous ces piliers-là sont indispensables et importants dans la boîte. Et à tous ces niveaux, il faut, si tu ne connais pas, fais-toi entourer. Et moi, au Mali, j'étais très bien entourée. Pas de problème parce que j'étais la petite sœur de tout le monde. Et ça allait très bien. J'ai créé la boîte française, je faisais que des allers-retours. En France, c'est violent parce que au bout de la deuxième année, j'ai le fisc qui commence à m'envoyer des lettres. Parce que j'ai créé la boîte pour tester. C'est un incubateur, accélérateur qui m'avait contacté. Après, il fallait que je restructure la partie française aussi et aller chercher des fonds, injecter pour me donner une capacité de prod, prix, etc. etc. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui est important là-dedans? Tout. Franchement, tous les piliers, tous les services de la boîte, sans rien négliger, et en se disant que l'argent ne va pas tomber maintenant. C'est vraiment des investissements qu'on aura une rentabilité à court, moyen et long terme. Tu ne seras pas riche avec le business d'agro en 1-2 années, c'est impossible. Ton chiffre d'affaires est différent de ton bénéfice à la fin de ton bilan, et comment tu vas te valoriser aussi, c'est complexe. Merci Aïssata. Moi je rajoute le financement,
parce que quand on veut passer à l'échelle, c'est hyper compliqué de se faire financer, notamment les banques ici. Lorsqu'on exerce en Afrique, c'est tout de suite non. Est-ce qu'on a des banques, des coopératives, des initiatives privées? C'est très difficile en Afrique, on en a discuté longuement. Donc ça va passer essentiellement par de l'autofinancement, par vos capacités, vos ressources propres. Donc il faut bien driver ce point-là. Et après, je dirais, puisque nous on fait tout de bout en bout, vraiment tout, parce qu'on veut maîtriser nos coûts, la partie logistique. Transporter un produit sec, c'est complètement différent de transporter un produit périssable. Et donc on est tributaire vraiment de la logistique, des transporteurs. Et donc vraiment, il manque un acteur clé dans cette chaîne-là. Si je serais ravi, je rêve du jour de trouver une compagnie aérienne africaine au niveau du cargo. Au moins à ce niveau-là, je pense que ça faciliterait pas mal les choses. Quoi. Merci Ahmed. Alors moi je rajouterais qu'il ne faut pas hésiter à s'entourer en fait, de structures qui peuvent vous accompagner. Parce que nous on a été accompagnés par, alors bon il y en a plusieurs, hein, mais on a été accompagnés par Réseau Entreprendre 93. On avait en fait par rapport à vos points de siège social, vous avez des accompagnements où en fait ben voilà, du business plan, ils nous ont accompagnés avec un prêt à taux zéro, donc vous allez pitcher votre projet. Vous avez, je ne sais plus combien d'années pour rembourser, mais vous avez au moins un an de latence avant de pouvoir voir ça, et je pense que c'est bien. C'est en groupe, on se réunit tous les mois, les problématiques de toute façon seront forcément les mêmes avec tous les entrepreneurs avec qui vous serez, et ça, se faire accompagner, de toute façon, il ne faut jamais rester seul. Moi, je n'ajouterais rien. Non, parce que tout est dur et rien à la fois. En fait, c'est un tunnel et il faut pousser. Donc, il y a plein d'embûches, du moins, mais à la fin, si on aime ce qu'on fait, on pousse et ça va bien. Mais effectivement, oui, bien s'entourer, parce que les forces des uns sont les faiblesses des autres et vice-versa. Moi, j'ai un profil financier, comptable, et j'aime bien être dans mon bureau à calculer des chiffres, etc. Ce qui peut manquer à d'autres. Et vice versa, j'ai besoin absolument de communiquer, d'avoir quelqu'un de plus extraverti comme Sona. Et donc voilà, alors, c'est vrai qu'être deux, c'est sans doute plus facile, ou moins difficile plutôt. Mais à la fin, j'ai pas de réponse. C'est parfait parce que j'ai pas besoin de faire mon travail. Vous passez le micro, vous parlez des tendances, vous parlez des facteurs. Moi j'ai entendu pas mal de choses. Aïda a parlé du naturel, et finalement aussi Sona parlait on a des produits qui sont naturels, qui sont bio. Bon, il faut une certification pour ça, qui sont souvent vegan. Et en fait, finalement, c'est ce que Femi disait avant, il faut juste le brander en fait. Il faut juste le brander. Au-delà de ça, moi ce que j'ai compris aussi, c'est que le marché de l'épicerie fine est quand même compliqué. Donc on va en parler par la suite. Et que le prix est très important. Le prix, j'ai entendu place, j'ai entendu promotion, j'ai entendu produit, people, process. Donc finalement on est sur les 7 P du marketing, pour ceux qui ont étudié un peu le sujet. Il ne me reste pas forcément beaucoup de temps, mais moi j'ai envie qu'on s'attarde en fait sur des éléments importants. Je pense que le prix est un élément quand même hyper important aujourd'hui. On parlait de Sona parlait justement de ses produits qu'elle arrive à vendre à 2 €. Mais on a encore